temps file très très vite. On parle de minage. Hier, on parlait de la Norvège qui va mettre dehors plus ou moins pas mal de mineurs à l'automne pour des raisons politiques. Aujourd'hui, c'est en France que la question se pose, et que vous la posez, Alexandre, sur l'utilisation de nos capacités nucléaires, très concrètement. Oui, tout à fait. On a effectivement une spécificité, une fierté nationale, qui est notre parc nucléaire, qui est clairement différent des autres pays, puisqu'on a un mix qui est quasi en totalité composé de nucléaire. On a choisi de garder cette politique-là, oui. Exactement, et ça a des gros avantages, notamment que c'est décarboné et que c'est pilotable. Mais évidemment, ça vient avec des inconvénients, puisque toutes les formes d'électricité ont leurs inconvénients et leurs avantages. L'inconvénient ici, c'est surtout les coûts fixes qui sont importants et qu'il faut pouvoir amortir. Donc le parc qu'on a en France, il a été conçu de façon surdimensionnée, parce qu'il fallait anticiper la croissance des besoins, etc. Et donc il a été conçu pour moduler. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, la modulation, je détaillerai un tout petit peu plus tard, mais en tout cas c'est quelque chose que EDF fait depuis un certain temps maintenant, plusieurs décennies, qui est de moduler en fonction de la demande d'électricité qu'il y a en face. Et quand on regarde la modulation, en fait, il faut distinguer deux types de modulation. Il y a la modulation qu'on pourrait appeler inévitables, ou les arrêts, c'est-à-dire les visites décennales, les entretiens, les audits de sûreté, les choses où en fait on est obligé de le faire. Et puis il y a la modulation qui elle est subie. Et la modulation subie, elle est amenée à progresser parce que c'est la modulation qui vient du fait que le réacteur est disponible, mais à cause de l'imprévisibilité souvent ou de la disponibilité des ENR, notamment intermittents, donc l'éolien et le solaire, et en fait cette modulation subie, elle va progresser. On voit quand même déjà qu'elle commence à devenir non négligeable. Mais c'est surtout un problème du futur. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de modulation, avec un facteur qui est très important, c'est que le coût variable de l'électricité, quand c'est une ENR qui le produit, est de zéro, puisque par définition, le vent souffle, il n'y a rien besoin de faire, il n'y a pas de combustible à mettre dans la machine. Donc, de facto, quand une ENR produit, intermittente, en tout cas, elle a priorité sur le réseau, elle va aller en premier sur le réseau, donc c'est aux autres sources de s'adapter. Alors là, normalement, il y a un graphique qu'on voit, c'est effectivement la modulation que nous, des calculs qu'on a fait donc à l'Institut national de Bitcoin, Oui. qui est la modulation nucléaire sur le mois de juin, mais qui n'est pas la modulation, j'allais dire, inévitable. Là, on a retiré de ce calcul-là tous les périodes d'entretien, d'audit de sûreté, etc. Et on a gardé que les moments où le réacteur est prêt, il est disponible, mais il ne produit pas. Et en fait, quand on regarde juste cette modulation, si on faisait le calcul juste sur le mois de juin et qu'on suppose que, par exemple, on va donner ou vendre cette électricité aux mineurs pour 2 centimes le kilowattheure, par exemple, enfin, on se retrouve avec près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour EDF, que EDF n'a pas. Alors évidemment, il faut sortir les coûts, le combustible, etc. Mais en gros, il reste un peu moins de 70 millions d'euros de marge brute. Et ça, c'est que sur le mois de juin. Et c'est la borne basse. Parce que on le voit, cette modulation, alors il y a les graphiques qui se suivent, mais oui, en gros, sur 3 années. Sur 3 années, en fait, cette modulation, elle devient de plus en plus importante et de plus en plus variable. Et donc, c'est un problème qui va devenir de plus en plus important. Mais aussi, surtout, là où je dis que c'est une borne basse, c'est parce que elle ne factorise pas un autre élément qui est sur l'autre graphique que j'avais donné, qui est que, en fait, la disponibilité tout court des réacteurs, elle baisse avec l'augmentation des ENR dans le mix. Donc en fait, plus on rajoute des ENR, plus on va arrêter des réacteurs parce qu'on n'en a pas besoin, en fait. Donc, si on fait à l'inverse la borne haute, en supposant qu'on produise autant que les États-Unis, c'est-à-dire avec un facteur de charge maximum, en fait, là, on va plutôt chercher quasiment sur une année 150 TWh. Et c'est quoi 150 TWh? C'est la consommation du réseau Bitcoin. Donc, en fait, juste la France toute seule, sur les infrastructures existantes, sans rien ajouter, est capable de doubler la quantité d'énergie dans le réseau Bitcoin. Et ça veut dire 3 milliards d'euros par an pour EDF. Alors là, encore une fois, on rappelle, on est dans la borne haute, qui est assez irréaliste, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est très intéressant de voir que sur une fierté nationale qui est déjà en place, les coûts fixes sont déjà là, on a juste un problème de disponibilité, et ça, le minage, il est en face. On pourrait plugger le minage là-dessus. Exactement. Avec, en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir des nouvelles machines pour absorber la modulation de base, c'est-à-dire celle qui est là tout le temps, et des anciennes machines que, elles, on activerait que de temps en temps lorsque on a des oscillations sur la courbe. Vous l'avez présenté, ce rapport de l'Institut national du Bitcoin? Point encore, pour l'instant. C'est pour quand? Parce qu'il faut que ça rentre dans les débats dans les mois qui viennent. On a publié les chiffres il y a quelques jours maintenant, ouais. Et on continue de le faire dans le débat public à travers des rapports, etc. Mais pour l'instant, on vient de le faire cette semaine, donc on va continuer notre travail d'éducation. Et puis surtout, il y a un côté... Si on regarde vers le futur, on a vu au Parlement qu'il y avait le débat sur la PPE, donc le plan pluriannuel de l'énergie. En fait, on se pose la question de rajouter encore
de la puissance nucléaire sur le parc. Et en face, il y a plein de gens qui disent mais attendez, ça sert à rien, il n'y a pas la demande. La demande n'est pas là. Donc en fait, rajoutez pas d'électricité si on peut pas absorber la demande. Et là, c'est la dernière chose, c'est que du coup le minage, non seulement il peut aider sur la partie modulation, mais pour le futur, il peut aussi servir de consommateur en premier recours. C'est-à-dire s'il n'y a pas la demande, on le met et ensuite il s'efface au fur et à mesure du temps pour laisser la place à de la demande industrielle, résidentielle, etc., qui est capable de payer beaucoup plus cher le kilowattheure. Et hier, Yves Chauvetti disait quand 1 + 1 = 2, on ne veut pas voir ça, de toute façon, on ne veut pas le voir. Là, on est à peu près dans cette situation. Hubert de Vauplane, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une autre manière d'exprimer ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la rationalité économique ne fait pas toujours bon ménage avec les décisions politiques et que ça en est sans doute une illustration. Vous avez vu, il y avait quelque temps, il y avait eu un amendement déposé justement dans le sens que dit Alexandre. Il a été rejeté pour des questions de cavalier budgétaire, enfin un peu technique, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le débat commence à arriver au Parlement. Oui. On va avoir des crispations qui sont liées bien évidemment aux lignes politiques de chacun, et donc je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que la rationalité économique, ce serait, n'est pas toujours la mère des décisions politiques, il suffit de voir pour les retraites, mais ma foi, malgré tous les travaux d'Alexandre, c'est pas une question de dire j'y vais un peu, c'est j'y vais ou j'y vais pas du tout. C'est-à-dire que la décision sera j'y vais ou j'y vais pas et non pas je vais tester peut-être un petit peu ou pas. Donc je crains que le politique mette ce rapport comme d'autres aux oubliettes. J'y vais un peu mais pas vraiment. C'est quand même un peu la mode en ce moment en France avec le Parlement qu'on a. Est-ce que vous vouliez réagir, Raphaël Bloch ? Oui, alors effectivement, je trouve que cette étude, alors je n'ai pas encore lu pour être totalement honnête, mais je vais le faire. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce grand plan initié par De Gaulle. Giscard a fait construire les premières centrales. Et en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a un parc qui couvre l'intégralité des besoins en énergie de la France. Et effectivement, on a avec les ENR donc plein d'autres capacités. Et effectivement, ce que je trouve très intéressant dans ce qui est souligné dans ce rapport, c'est qu'on a souvent tendance à parler de l'énergie non consommée, donc sur les barrages hydroélectriques, choses comme ça. Mais en fait, on a aussi, par construction, un pays qui est en excédent d'énergie, qui en exporte aussi une partie, et qui pourrait, cette énergie qui pourrait aussi être utilisée pour effectivement miner directement du Bitcoin. Moi, j'avais juste une toute petite question, c'est est-ce que vous avez, dans l'étude, calculé le temps qu'il faudrait si, par exemple, on se disait, OK, on part sur ce plan, est-ce que c'est une histoire de jours, de semaines ? Alexandre ? Pour mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre. Ouais. Non, alors en fait, ça va dépendre parce que là, le calcul, alors je le réitère, il est simplifié. Il y a certaines hypothèses qui sont prises. Typiquement, dans le chiffre qu'on sort de la modulation subie, j'utilise ce terme, mais c'est pas le terme approprié. Mais il y a aussi quelques limitations dans le fait que du coup, on inclut une part de la modulation, par exemple pour des raisons écologiques. Récemment, il y a une centrale qui a dû s'arrêter parce qu'il faisait trop chaud, donc on peut pas rejeter l'eau dans les fleuves. Donc il y a des ajustements à faire sur les chiffres. Là, c'est une des ordres de grandeur. Et ensuite, il faut savoir le modèle opérationnel. Et là, en fait, ça peut être soit EDF qui décide, par exemple, d'acheter des machines de minage et de devenir mineur de son côté et donc de rentabiliser ces machines, soit simplement de dire j'ai des extra capacités, j'appelle les mineurs à se mettre en bas des centrales ou sur le réseau. Il y a plusieurs façons de le déployer, mais en soi, si demain EDF disait je fais un appel d'offres, qui veut bien m'acheter mes térawattheures supplémentaires avec un contrat, je coupe quand il n'y a pas de modulation, etc., ça peut se faire assez rapidement. S'il y a un début par exemple, de tentative d'expérimentation en France, ça peut être fait avant la fin de l'année. C'est quelque chose qui se fait rapidement.